Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe de la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Merci à Marthe, merci à Philippe et à toute l'équipe. Et à Delphine aussi, qui est au fond. Et à Delphine, que j'ai rencontrée ce midi. Donc, moi je vais vous parler de... je ne suis pas paléanthropologue. Moi, je travaille sur l'évolution du crâne, mais quand même, j'ai lu les traités d'anatomie des siècles précédents, ce qui m'a amené à cette réflexion. Donc, la fabrique des corps au XVIIIe et XIXe siècle, de la nature féminine, point d'interrogation. Donc, d'abord, je vais faire un point très rapide, 18-19e siècle. Avant, il y a eu des savants. Et donc, c'était quoi l'idée du sexe ? Donc, je suis remontée au premier texte, alors avec Aristote, qui dit la femelle est un mâle imparfait, il précise. Ensuite, c'est Galien, donc 6 siècles plus tard. Figurez-vous les parties génitales retournées en dehors celles de la femme. Tournées et repliées dedans celles de l'homme, et vous les trouverez semblables les unes aux autres. Enfin, Diderot, 18e siècle, philosophe, vous disiez, docteur, que la matrice est un scrotum retourné de dehors en dedans, mouvement dans lequel les testicules ont été jetés hors de la bourse qui les renfermait et dispersés dans la cavité du corps. J'ai pas marqué la suite, voilà, mais juste après il parle du clitoris, en disant et le clitoris est un membre viril. Voilà. Donc en gros, pendant 22 siècles, ce qu'on pense à l'époque du sexe, c'est ce que Lacan a appelé une société à un sexe et deux genres. Et ben, il y avait les mâles qui étaient plus ou moins réussis. Les moins réussis, on sait qui c'est. Donc ça, c'était juste pour faire un arrière-plan historique, parce que je vais en venir au XVIe siècle. Je fais un grand saut, donc je ne suis pas encore au XVIIIe, mais il s'est passé entre Aristote et le XVIIIe siècle, il y a eu différents événements qui ont amené des postures nouvelles par rapport à la science. Et au XVIe siècle, eh bien, c'est l'autorisation des dissections qui va permettre d'investiguer le corps dans ce qui pense à cette époque être le plus interne, c'est-à-dire là où se trouve la vérité. Et donc nous avons Vézal, et on a les premières représentations du corps humain. Vous voyez là, moi je parlerai du squelette. Voilà, et ils sont figurés par ce fossoyeur qui cherche au ciel son destin. C'est l'humain, c'est le type humain, il n'y en a qu'un seul. Et cette représentation de l'humain par un seul squelette va perdurer pendant 2 siècles jusqu'au XVIIIe. Entre le XVIe et le XIXe, les discours sont tenus à partir du squelette, parce que comme il est interne du haut corps et qu'il est désormais accessible par dissection, il devient le garant des discours savants naturalistes. L'ostéologie se constitue comme science, avant que ce soit l'anthropologie. Au XVIIIe intervient là quelque chose d'extrêmement nouveau, une innovation terrible, qui est qu'il y a une fabrique savante de la nature féminine. Et ça part d'un premier principe qui est que le sexe n'est pas réservé à une partie très limitée du corps, on appelle les organes génitaux, mais il envahit tout le corps. Et ça, c'est Roussel qui le propose, pas que lui, je vous donne des exemples comme ça, il dit « L'essence du sexe ne se borne pas à un seul organe, mais s'étend à toutes les parties. » Cette notion va être importante parce que c'est là-dessus que va être fondée pendant encore les siècles qui vont durer, et jusqu'à Simone de Beauvoir. Ça, j'en étais sidérée de retrouver en lisant, je ne sais pas si c'est ça. Voilà, des propos pareils, alors que bon, c'est un livre. Non, je ne vais pas lire Simone de Beauvoir. Juste dans le IIe siècle, j'ai été sidérée de retrouver des propos du XVIIIe siècle. Donc la notion de nature féminine s'impose, et donc en 1759, pour la première fois sous comme auteur Su, mais en fait qui est Marie Thiroux d'Arconville, qui ne peut pas publier sous son nom, elle publie sous le nom de Su, elle va proposer l'humain représenté par 2 squelettes, l'homme et la femme. Et voilà. Alors je vais vous en parler un peu longuement de ces 2 squelettes, c'est les 2 premiers de l'histoire, partout dans le monde. Donc d'abord pour le décor, vous regardez qu'il est à peu près neutre, il y a des plantes, quelques minéraux, mais peu. Enfin, il est un peu indifférent, on va dire, sauf qu'on n'est plus dans les vanités, là, avec le fossoyeur, la tombe. Alors la femme,
les tailles. Les tailles, moi j'ai recalculé, parce que on a ces livres, on les a à la bibliothèque du Jardin des Plantes à Paris. Donc j'ai mesuré, donc la différence de stature est de 20 cm. Aujourd'hui, la moyenne homme-femme, c'est 10 cm à peine, là, en moyenne. La tête de la femme est petite, celle de l'homme est grosse. Le regard de la femme est de face, celui de l'homme est par-delà les montagnes au-dessus de l'horizon, loin. Les os de l'homme sont robustes, ceux de la femme sont minces. Le thorax de la femme est beaucoup plus étriqué que celui de l'homme. Alors cette anomalie est absolument étrange parce que vous avez toutes tenu dans vos bras, tous et tous tenus dans vos bras, des individus humains, donc vous avez pu voir que le thorax était variable, que ce n'était pas le sexe qui distinguait les deux. Alors voilà l'histoire, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, surtout au XVIIIe, on a ici une mode, le corset, c'est cette espèce de chose-là, on passe les bras en haut, et de dos, on voit il y a des lacets et on mettait ça aux petites filles de l'aristocratie, à partir de 9-10 ans. Voilà. Donc ici, je vous ai représenté une femme qui n'avait jamais porté de corset. Voici son thorax. Une femme ayant porté un corset dans son enfance. Vous voyez, elle a un thorax en cône et non plus en tonneau. Et je vous fais remarquer aussi qu'on voit les conséquences du port de corset, du corset qui sont des anomalies graves au niveau de la colonne vertébrale. Mais c'est pas ça qui m'intéresse dans cette image. C'est à l'époque, la mode, c'était d'avoir la taille fine. Et la taille, il n'y a pas de rien. Je veux dire, la taille, elle n'est rien du tout. Elle est un point de liaison entre deux structures osseuses qui sont le thorax et le bassin. Là, il n'y a rien. Et donc, mais le fait d'avoir un thorax contraint dès l'enfance fait que, effectivement, du coup, la taille est fine. Parce que là, quand on regarde ces images, on se dit, tiens, la femme de droite a le bassin plus large. C'est ce qui apparaît. En fait, voilà, on mesure, pouf, pouf, c'est la même chose. C'est simplement une illusion parce que la taille est serrée. Donc voilà pourquoi j'ai appelé cette mode vestimentaire une mutilation. Donc je repars sur mes deux squelettes de Marie Geneviève Thiroux d'Arconville. Le bassin de la femme, là. Si vous regardez ces deux images, vous dites qu'elle a un bassin très large. Là, c'est une image, c'est ça qui ressort de ces dessins. Et c'est ce qui est écrit à côté, hein. Le bassin de la femme est plus large. Or, je mesure le bassin de l'homme qui est égal à sa cage thoracique, hein. Vous voyez, voilà. Je reporte ces traits bleus là, le bassin de l'homme et sa cage thoracique ici. On voit que les deux bassins sont absolument de même taille, mais que c'est la cage thoracique de la femme qui est plus étroite. C'est ça qui provoque cette illusion d'optique que le bassin serait plus large, qui est faux. Donc j'ai écrit semble plus large. Donc dans ce XVIIIe siècle, les squelettes montrent que la femme et l'homme diffèrent en tout point. C'est ça qui était important de montrer à l'époque. Ils sont de nature distincte, la nature féminine et la nature masculine. Comme Dieu a créé les humains parfaits en leur nature, là c'est une femme parfaite et un homme parfait, on peut donc les mettre à égalité. L'un est le beau sexe et l'autre le sexe fort. Et Rousseau dira « La perfection n'est pas susceptible de plus ou de moins. En ce qu'ils ont de commun, les deux sexes sont égaux. En ce qu'ils sont différents, ils ne sont pas comparables. » C'est très important, on ne peut pas les comparer. Parce que vous allez voir au XIXe siècle ce qui va se passer. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le différentialisme égalitaire au XVIIIe. Fin XVIIIe, voilà Madame de Lavoisier, en charmante épouse. Et pourtant, Madame de Lavoisier, voici le laboratoire où travaillait son célèbre mari. Et on sait les résultats de Lavoisier, évidemment. Mais les procédures expérimentales, on ne les connaît pas. On ne les connaît que par les travaux ici, donc de Marie-Anne de Lavoisier au laboratoire où elle a travaillé en permanence. Elle avait donc des capacités intellectuelles pour comprendre ce qui se passait, pour pouvoir en faire des reproductions qui aujourd'hui, ce sont les seuls témoignages des procédures expérimentales de Lavoisier. Ce sont ces manuscrits. Voilà, donc on aurait pu dire que Madame Marie-Anne de Lavoisier était une femme de science, sûrement elle en était une, invisible. 50 ans plus tard, on est en plein milieu du 19e, le ton a changé.
Et donc Daumier, un caricaturiste, publie en 1844 Intellectuel et bas bleus et les femmes socialistes. Voilà l'image. Donc la légende de cette image-là, c'est femme de lettres humanitaire se livrant sur l'homme à des réflexions crânement philosophiques. Donc vous voyez que cette femme-là, c'est plus Madame de Lavoisier, charmante épouse, c'est une femme de lettres négligée, raillée, mais que s'est-il donc passé pendant ces 50 premières années du 19e siècle? Alors le 19e siècle, le statut des femmes, bon, vous en doutiez, donc est dévalué, et les femmes vont passer du beau sexe, égal à celui du sexe fort, au sexe faible, qui n'est plus l'égal du sexe fort. Et donc on passe d'un différentialisme égalitaire à un différentialisme hiérarchisé. Ce mot de hiérarchisé n'est pas un simple mot posé comme ça, parce que je vais vous montrer que cette hiérarchisation, ils ont d'abord démultiplié toutes les natures humaines, il y en a eu beaucoup, et elles ont été hiérarchisées toujours au déficit des femmes. Voilà. Et ce que je marquais là, c'est que cette infériorité, il fallait au XIXe siècle, les femmes ont surtout été attaquées sur leur faible intelligence. Il fallait prouver qu'elles avaient une intelligence pas inexistante, mais quasi. Et donc, ce qui justifiait par la nature leur place sociale inférieure, puisqu'elles ne pouvaient participer à aucun lieu de pouvoir, ça c'est clair, mais en plus, elles n'avaient pas droit à l'éducation. Alors, en ce début du 19e siècle, je vous montre après notre ami Thiroux d'Arconville, il y a un Anglais, John Berkeley, qui nous publie 2 squelettes encore. Alors voici l'homme. Cette fois-ci, vous voyez qu'il n'est pas entouré par un paysage neutre. Il a d'un côté le squelette d'un animal et de l'autre côté un manoir arboré. Et le cheval, la plus noble conquête de l'homme. Et le cheval est un animal domestique, comme vous le savez. Regardons ces images. Le cheval est présenté de face, c'est-à-dire qu'on voit son large poitrail, sa puissance, sa grosse tête, l'intelligence. Et puis le cheval, on sait que c'est là où toutes les statues qu'on a des empereurs du passé ou des dirigeants, ils sont montés sur un cheval. C'est donc, le cheval est l'emblème de l'activité, de la force de l'autorité, du pouvoir, etc. Et le manoir arboré, c'est l'image de la cité, de la vie sociale. Donc ce squelette d'homme, en fait, est un reflet de la société publique et gouvernante. La femme, personne ne rit, est entourée d'un animal, ici, et ici, d'un petit bois où le manoir a disparu. Donc on a une forêt désertée et une bête sauvage, exotique. L'autruche, tout le monde connaît l'histoire, faire l'autruche, c'est se mettre la tête dans le sable, c'est donc une manière de parler des irresponsables. Elle est connue pour ses œufs, la procréation, elle est figurée de profil, dont on voit un énorme bassin là, les oiseaux, une spécialiste des oiseaux, je sais pas, ouais. Et sa tête minuscule, la bêtise. C'est ce qui est dit dans ses dessins. Je veux dire, Paul Broca, le plus grand des neurologues du 19e siècle, médecin français, dit en 1861, la femme est en moyenne un peu moins intelligente que l'homme. C'est une assertion, c'est pas démontré. Il est donc permis de supposer que la petitesse relative de son cerveau, ça aussi, c'est une assertion, qui n'était pas démontrée à l'époque, dépend à la fois de son infériorité physique et de son infériorité intellectuelle. Je termine sur les images de John Berkeley, et donc on a le reflet par cette image de la femme qui est le reflet d'une sphère non socialisée. À la même époque, un autre grand médecin du début du 19e, Julien-Joseph Virey, publie une histoire naturelle, et j'ai relevé, il y en a 4 tomes, je veux dire, donc il y en a pour tous les goûts dedans, mais j'ai relevé ces 2 choses concernant donc les femmes, entre autres. Un, il dit, dans un chapitre, les différences sexuelles ne sont pas bornées aux seuls organes de la génération. On reprend là, donc le sexe envahit tout le corps. Mais en 2, la deuxième assertion est, je dirais, pire. Les différences de conformation du corps sont analogues aux fonctions de chaque sexe dans la société. Et j'ai relevé quelques paragraphes pour développer ces propos.
Donc le sexe envahit tout le corps. Les parties, regardez comme il parle. C'est un médecin, hein. Les parties supérieures du corps de l'homme, la tête, les épaules, la poitrine, sont fortes et puissantes. Vous pensez au cheval, hein. La capacité de son cerveau est considérable, on pense encore au cheval. Dans la femme, au contraire, la tête, les épaules, la poitrine sont petites. Je vous ai dit tout à l'heure, c'était que les femmes aristocrates quand même, hein. Ils n'ont pas été dessinés des femmes paysannes qui avaient un thorax normal. Tandis que le bassin, les hanches et les autres organes du bas-ventre sont amples et larges. Sa deuxième assertion, là où il fait un pas supplémentaire, les différences de conformation sont analogues aux fonctions de chaque sexe dans la société. L'homme est destiné par la nature à l'usage de sa pensée, à se servir de la raison et du génie pour soutenir la famille, dont il doit être le chef. C'est 1820, mais il a été republié 4 fois jusqu'en 1830, ce traité. La femme, à qui le dépôt de la génération devait être confié, avait besoin d'un bassin spacieux, et on continue sur le bassin, je vous ai dit qu'ils étaient de même taille, hein, qui se prêta au passage du fœtus lors de l'accouchement. Viret est médecin, pharmacien en chef à Paris, hein, dans un grand hôpital de l'armée, là. Le Val-de-Grâce, merci. Il est membre de l'Académie de médecine et député. De là où il parle, forcément, il légitime ses écrits. Alors aujourd'hui, l'accouchement, c'était juste pour vous ramener, mais c'est juste une insertion dans le temps réel aujourd'hui de qu'est-ce qu'on pense de l'accouchement. Enfin, on peut montrer des images. Voilà. Donc, je vous présente une femme en train d'accoucher en scanner. Donc, ici, sa colonne vertébrale, sa tête est là-haut. Le bas de son thorax ici. Hein. Ici, le bassin. Et ses jambes là. La largeur de son bassin, la voici. C'est quand vous faites ça, vous mesurez la largeur de votre bassin. La tête de l'enfant, elle est là. Voici, là on a la colonne vertébrale de l'enfant, ses 2 jambes, et ici ses 2 bras. On voit bien qu'il n'y a aucun rapport entre la largeur des hanches et la tête de l'enfant, et ça ne marche plus. Ça marche, non? Ça devrait marcher. Ça marche. Voilà. Alors, ça, c'est pas de mes travaux à moi, mais c'est Julie Bouallier qui a fait donc son doctorat en 2006 sur donc la cavité pelvienne et qui, après ça, même a fait des investigations à l'Institut médico-légal à Paris où, je voulais dire, donc in vivo, enfin sur des gens qui étaient morts dans la nuit, elle mesurait, elle savait donc toutes ces gens qu'elle avait sous les yeux qui étaient déjà à moitié disséqués, mais dont elle mesurait les bassins. Et donc là-dessus, elle montre que de toute façon, il n'y a même pas de lien entre la largeur ici de ce qu'on appelle l'anneau osseux du petit bassin et la largeur des hanches. Toujours ce premier tiers du 19e siècle. Donc, comme il s'intéressait surtout à l'intelligence des femmes, vous avez compris pourquoi, je veux dire, elles n'avaient pas droit à l'éducation, et elles se battaient pour ça. Et donc là, on a Cloquet qui nous dit « Ah ben voilà, on va mesurer l'intelligence. » Et comment on va le mesurer? Sur les crânes, donc on va comparer cette fois-ci, la nature, elle va changer. Avant, on disait « c'est la vérité parce que c'est issu de la nature ». Et là, on va comparer à la nature, au sauvage, etc., pour hiérarchiser les choses. Donc on va comparer entre, ici, Bichat, le célèbre médecin, et le loup, l'animal sauvage par excellence, en passant par 2 gradations, qui sont la femme Beauchimant, les 2 extrêmes de l'espèce humaine, la tête de Bichat et celle de la femme Beauchimant, c'est de lui, voilà, et le orang-outan. Qu'est-ce qu'il mesure? Cet angle facial que vous voyez là, oui, bien, c'est sur des exemples précis, évidemment. Il a pris la tête de Bichat, il a pris la tête d'une femme Beauchimant. Il n'a pas pris la moyenne des Beauchimant, hein. Je tiens à le souligner. Et on voit bien que cet angle facial, effectivement, là il est très grand, là il est moins grand, etc. Jusqu'au loup, il est très fermé. Et voilà. Et d'ailleurs, il écrit « Ce peuple », il parle des nègres, se distingue par le front aplati, la cavité du crâne qui est très étroite, la saillie des mâchoires, lesquelles forment une sorte de museau. Voilà, ici, Bichat, il a une face. À partir des Beauchimant, on a un museau. Je tiens à vous le dire parce que c'est terrible. L'allongement de l'angle facial. Là, on a tout compris sur l'intelligence. Voilà. Donc, on va la mettre
on a introduit d'autres natures humaines, là, qui sont les nègres, mais ils ont inventé aussi d'autres encore plus sauvages, etc., tout ça. Et vous allez voir, et encore d'autres. Et donc, on va les hiérarchiser. Et là, vous avez la femme Beauchimon qui est en cette position-là dans la hiérarchisation. Mais on en a d'autres, ou alors ils hésitent entre la femme blanche et l'homme noir, lequel, et là on est dans l'anthropocentrisme un peu encore, c'est-à-dire lequel on va faire passer en deuxième. Est-ce que c'est la femme blanche ou est-ce que c'est l'homme noir? Donc là, je saute à la fin du 19e, mais on est à 1 an de 1880, puisqu'on est en 1879, et vous allez voir pourquoi c'est important. Au compte rendu de l'Académie des sciences, Gustave Le Bon, anthropologue, écrit: tous les psychologistes qui ont étudié l'intelligence des femmes reconnaissent qu'elles représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont plus près des enfants et des sauvages que de l'homme civilisé. Elles en ont l'inconstance, l'absence de réflexion, l'incapacité à raisonner. Dans un autre paragraphe. Dans les races les plus intelligentes, comme les Parisiens, ne vous sentez pas vexés, parce qu'en fait, ils trouvent que les Parisiens, c'est toutes ces autres natures humaines qu'ils ont inventées, il y avait les Parisiens, les provinciaux, parmi les provinciaux, il y avait, je sais pas quoi, moi, les agriculteurs qui étaient supérieurs aux boulangers, qui étaient supérieurs aux bouchers, enfin, voilà, il y avait toute une gradation comme ça, ils les ont démultipliés, les natures humaines. Donc, dans les races les plus intelligentes, comme les Parisiens, il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par leur volume de ceux des gorilles que des crânes de sexe masculin. On est en 1879. Donc vous voyez, celui-là je l'ai intitulé par une hiérarchisation dévaluante, parce qu'en comparant tout cela, on va arriver à chaque fois à redévaluer un peu plus les femmes. Il y a eu des voix quand même dans cette fin du 19e, et dont l'une, qui est celle de Broca, qui a changé. Il a eu un élève, Léonce Manouvrier, qui était féministe, et Léonce Manouvrier l'a convaincu que lui, Broca, il se trompait, et Broca l'a reconnu, et j'ai intitulé ça « Quand le genre explique mieux que le sexe, les différences observées entre les femmes et les hommes ». Voilà ce qu'écrit Broca, qui est quand même intéressant de lire. On ne doit pas oublier que le volume de l'encéphale dépend du genre de vie, de la nature du travail des hommes et surtout des femmes, de leur éducation, et j'ajouterai la phrase absolument importante, et encore d'autres conditions inconnues jusqu'ici. D'ailleurs, nous ne les connaissons toujours pas. Pourquoi? Sur le crâne, c'est mon domaine de prédilection, le volume du crâne chez nous, humain d'aujourd'hui, il varie de 2000 à 2004, on va dire. C'est énorme, hein, avec une moyenne à 1350, donc 1400. On est plutôt des petits crânes. Et c'est effectivement, celui qui avait 1000 et celui qui a 2004, ils vivent à 100 km l'un de l'autre. Il n'y a même pas de lien géographique. On ne sait pas pourquoi des gens, des grosses têtes, enfin, en tout cas, ça n'apparaît pas comme ça. C'est très compliqué. Après, c'est une autre discussion. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Donc, au 19e siècle, je vous ai mis le droit à l'éducation, cette fois-ci sans point d'interrogation, parce que, à part Broca et quelques autres, ils n'étaient pas. Je vous ai donné que des exemples. Donc, dans les voies favorables à l'égalité, il y a Clémence Royer, par exemple, dont il y a une image ici, qui, elle, va réattaquer sur « Non, le sexe n'envahit pas tout le corps ». Et elle écrit « Nos savants ». Clémence Royer, c'est celle qui a traduit Darwin en français. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors, nos savants ont une grande disposition à retrouver des sexes partout. On y a réussi tant bien que mal. Le microscope montrant presque toujours ce que l'on souhaite y voir, c'est-à-dire que partout on a constaté 2 organes ou 2 tissus, 2 liquides. On en a fait 2 sexes. Non, la loi de génération n'a point ce caractère absolu qu'on veut lui donner. Les 2 sexes dans la nature ne constituent ni 2 essences, ni 2 entités. Ce sont de simples accidents de l'organisme. Pour conclure donc, c'est ma dernière diapo. Le XVIIIe siècle compte des savants qui postulent 2 natures humaines et proposent une égalité entre le beau sexe et le sexe fort. Au XIXe siècle, des savants multiplient les natures humaines et en publient une hiérarchie qui infériorise les femmes. Cette recherche androcentrée, qui illustre, cette phrase est importante, qui illustre plus qu'elle ne prouve. Ils ont cherché à illustrer des idées a priori. Qui illustre plus qu'elle ne prouve l'inégalité des sexes, se fait dans un contexte politique qui exclut les femmes de l'éducation et de la cité.
A contrario, d'autres savants auraient reçu de ses travaux et œuvrent pour l'égalité. Et voici la conclusion. Donc tout à l'heure, je l'ai dit, l'autre c'était un an avant 1880. En 1880, Camille C fait voter la loi qui ouvre aux filles l'accès à l'enseignement secondaire. Je rappelle, un petit rappel, les lycées sont créés en 1804, sont réservés aux garçons. Le baccalauréat des filles, c'est 1919, alors que les garçons, c'était 1808. Il y a 111 ans d'écart entre les deux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, bonjour à mon tour de vous dire bonjour à toutes et à tous. Mon tour aussi de remercier toute l'équipe de la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1 de nous avoir invités à faire à cette table ronde sur l'androcentrisme et à vous présenter nos travaux. Donc moi je vais passer de siècle, je vais vous parler du XXe siècle, parce que je suis biologiste cellulaire et à l'époque au XIXe siècle il n'y avait pas beaucoup de biologie cellulaire, et je vais vous parler de la fabrique des organes génitaux, et je vais m'interroger pour savoir si la science est neutre. Évidemment, je pense que vu le titre de la table ronde, vous savez déjà ma réponse, mais bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même de vous présenter. Donc, avant, je vais vous faire un petit rappel de biologie. Donc, rappel, peut-être pas rappel, enfin bon, voilà. Je sais pas quelles sont vos connaissances. En tout cas, ça sera assez rapide et simple, j'espère. Donc, vous voyez que là, on est durant la vie fœtale. Vous voyez que ça, c'est les organes génitaux. Qui sont représentés ici. Vous voyez que jusqu'à 5-6 semaines, il n'y a pas de différenciation des organes génitaux. On est dans un organisme qui est indifférencié au niveau du sexe. Entre la 6e et la 9e semaine, on va dire, se met en place ce qui s'appelle la différenciation génétique des organes génitaux et la fabrication de ce que vous devez connaître, les gonades, qui sont les testicules pour ce qui concerne les mâles et les ovaires pour ce qui concerne les femelles. À partir de la 9e semaine, on va dire, se développent les autres organes, enfin les organes génitaux, qui sont on appelle ça la différenciation hormonale, parce que les gonades vont produire un certain nombre d'hormones qui vont permettre la différenciation des tissus et des organes génitaux. Donc ça, c'est... Ah oui, alors attendez, non, tu peux revenir en arrière. Bon, peu importe. Si je vous dis, si je vous dis cellules, si je vous dis, enfin maintenant j'ai un peu dévoilé l'affaire, mais si je vous dis cellules et différenciation, détermination du sexe, vous allez me dire que ce qui détermine le sexe, c'est quoi ? Les chromosomes, bravo, merci. Enfin, je l'avais déjà écrit, c'est bête. Voilà. Donc, évidemment, moi, je vais essentiellement vous parler de chromosomes et un peu de gènes, mais ça sera simple, rassurez-vous. Juste les chromosomes, donc vous avez dans l'idée, comme tout le monde, que peut-être un peu moins que tout le monde, mais ou qu'il y a un certain temps, que les hommes sont XY, les femmes sont XX. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors juste un tout petit rappel de l'historique des chromosomes. Donc, vous voyez, la première fois où on observe des chromosomes sous un microscope, c'est 1882. Mais c'est seulement en 1923, donc on sait qu'il y a déjà des chromosomes qui ne sont pas tout à fait pareils aux autres, mais c'est seulement en 1923 qu'on observe les chromosomes X et Y. Il faut attendre ensuite 1956 pour qu'on arrive à déterminer précisément chez l'humain combien il y a de chromosomes dans chaque cellule, d'accord ? Donc il y a 46 chromosomes, vous devez peut-être le savoir. Il y en a 22 paires qui sont identiques les unes aux autres, on les appelle 1 à 22. Et puis, il y a 2 chromosomes qui sont, en fonction des cellules, en fonction des individus, soit identiques. Donc ça, c'est les 2 chromosomes X. J'ai fait dans le stéréotype, j'ai fait rose pour les filles et bleu pour les garçons, comme ça, c'est pas génial, mais au moins, c'est clair. Il y a 2 chromosomes identiques, c'est 2X, et il y a 2 chromosomes différents, qui sont un X et un Y, et donc ça, c'est chez les femelles et chez les mâles. Mais assez vite, cette belle assertion est battue en brèche, parce que dès 1959, on se rend compte, 59, c'est pas si loin. Bon, je sais bien que pour vous, c'est sans doute loin, mais pour moi, c'est pas si loin. On se rend compte qu'il y a des individus qui ne sont pas XX ou XY. Et là, j'ai un tableau, c'est mon tableau d'après,
Je suis toujours rose et bleu. Hein. Et vous voyez, je vous ai représenté pratiquement la majorité de ce qu'on connaît comme, enfin la totalité de ce qu'on connaît comme formule chromosomique, enfin pas typique, on va dire, hein, atypique. Pas XX ou XY, mais alors vous voyez que là, vous pouvez avoir de 1 à 4 chromosomes X dans certaines personnes. Vous voyez que là, je vous ai mis les organes génitaux. Donc là, les organes génitaux à la naissance sont femelles. Là, vous avez des combinaisons diverses de X et de Y, donc 1 et 2, 2 et 1, enfin bon, voilà. Et là, vous voyez que dans l'ensemble, les organes génitaux sont plutôt d'apparence mâle. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle soit ces individus qui sont rares, qui ont 2 chromosomes X, mais qui ont des organes génitaux un peu... ce qu'on appelait avant hermaphrodites, c'est-à-dire des organes génitaux qui sont à la fois mâles et femelles. Je passe. Et là, vous avez carrément des inversions de formules. C'est-à-dire que vous voyez que là, vous êtes XX, et par contre, vous avez des organes génitaux qui sont mâles, et inversement. Vous êtes XY, vous avez des organes génitaux femelles. Je précise par ailleurs que si vous avez qu'un seul Y, poum, vous êtes mort. C'est-à-dire que l'embryon, il n'existe pas, c'est pas viable, un seul Y. Alors qu'un seul X, c'est tout à fait possible. Enfin, voilà, c'était juste pour me faire plaisir. Et vous, juste, je reviendrai, là je vous ai mis la fréquence, vous voyez que cette fréquence n'est pas si faible que ça. Je reviendrai sur cette notion de fréquence. Donc, ce qu'on peut dire de ça, en tout cas, c'est que la génétique est plus complexe que l'état civil. Parce qu'à l'état civil, vous ne pouvez pas être autre chose que F ou M. On est d'accord ? En tout cas, pas en France. Voilà, maintenant, je vous ai pris donc, ces individus dont je vous parlais, là, c'est tous ces cas avec des formules un peu atypiques, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des intersexes, d'accord ? C'est le panel de l'intersexuation, enfin, c'est une partie du panel de l'intersexuation. Mais cette intersexuation, elle peut se faire aussi d'une autre façon que simplement avec des formules chromosomiques atypiques. Et là, par exemple, je vous ai mis, je vous explique assez rapidement. Vous voyez que là, on est dans le cas d'un individu qui a un X et un Y, 46XY. Donc, à la semaine 9, il a des testicules. Enfin, l'embryon a des testicules. Le fœtus a un testicule. Là, donc, il y a des cellules, peu importe de ça. La cellule lydique fabrique de la testostérone, hein, je vous ai dit, fabrique des hormones. Cette testostérone, elle agit sur ce qu'on appelle des récepteurs aux androgènes, qui permettent de fabriquer une partie des canaux déférents, les vésicules séminales, etc., partie des organes génitaux mâles. La testostérone elle-même, c'est pas l'hormone principale pendant la vie fœtale, l'hormone principale, c'est la dihydrotestostérone. Vous avez ici une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase, qui permet de passer d'une formule à une autre. Peu importe, retenez surtout ça. C'est une molécule un tout petit peu différente. Et là, c'est cette molécule-là qui va permettre la différenciation du pénis, du scrotum et de la prostate. Si maintenant on considère qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont cette enzyme-là, qui marche plus ou moins bien, on va dire, hein, qui peut être, qui marche plus ou moins bien. Là, vous voyez, donc ça s'appelle déficit en enzyme 5-alpha-réductase. Vous voyez que là, si vous faites plus de DHT, vous avez du mal à avoir la différenciation de ces organes-là. Et de même, il y a un certain nombre d'individus non négligeables d'ailleurs, qui ont un syndrome plus ou moins important de sensibilité aux androgènes. Et là, dans ce cas-là, c'est le récepteur qui est plus ou moins fonctionnel. D'accord ? Donc là, à nouveau, vous avez... ça n'a aucun effet sur la santé, hein, simplement, pendant la vie fœtale, vous avez une atypie de la détermination du sexe. Et donc ces personnes, ont un karyotype XY et des organes génitaux féminins. J'ai mis des guillemets parce que c'est d'apparence féminine, de fait. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai pas inventé, c'était publié dans Nature il y a 4-5 ans, toutes causes confondues, c'est-à-dire beaucoup plus que ce que je vous ai expliqué là, on estime que l'intersexuation, c'est-à-dire la non
l'atypie, on va dire, dans la fabrication du sexe, concerne 1 à 2% de la population. Chez les vaches, il y a des études qui montrent que ça peut même monter jusqu'à 4%. Alors, donc maintenant, ça y est, vous savez tout sur la biologie de la détermination du sexe. Maintenant, on va voir comment toutes les découvertes qui ont été faites dans ce domaine-là se sont faites. En se posant la question de savoir si justement les recherches qui ont été faites de manière objective, neutre, objective. Allez. Je reviens à mon tableau de tout à l'heure. En fait, ce tableau, et l'observation de ces formules atypiques là, ça a été moteur dans tout ce qui a permis à la biologie du développement des organes génitaux de se faire. C'est vraiment grâce à ces individus-là qu'on a compris comment se faisait la détermination du sexe. Et là, ce que vous voyez, c'est que ce qui est observable, effectivement, c'est que si vous avez 2 X et un Y, eh bien, vous avez des organes génitaux qui sont, à la naissance, et même après d'ailleurs, majoritairement mâles. Donc, qu'est-ce qui a été déduit de ça et d'autres observations un peu similaires? C'est que ce chromosome X, ce chromosome Y qui a beau être tout petit, il joue, donc ce qu'ont dit mes collègues, les biologistes qui travaillent là-dessus, c'est que le chromosome Y joue un rôle dominant dans la détermination du sexe. Et ce qui les a intéressés, c'était de chercher, évidemment, qu'est-ce qui sur le chromosome Y avait ce rôle dominant. Et ils se sont mis à chercher quelque chose qui s'appelait le facteur de détermination des testicules. D'accord ? Et le corollaire de ça, alors ça c'était aussi d'autres expériences, notamment en endocrinologie, qui ont montré ça, c'est que si celui-là est dominant, c'est que l'autre, il faut juste rien faire puisque celui-là domine les autres. Donc si vous faites rien, finalement, vous faites un sexe de base qui est un sexe féminin. Donc vous serez contente d'apprendre, je vois que la majorité d'entre vous sont plutôt du sexe féminin, comme ça, à l'œil. Vous serez contente de savoir que vous êtes le sexe par défaut ou le sexe de base. Pas très, très valorisant. Moi, ça m'a énervé, mais bon. Alors, maintenant, quels sont ce genre d'attitude, qu'est-ce que ça a comme conséquences ? Les conséquences, je crois qu'elles sont évidentes sur cette diapositive. On parle de la détermination du sexe mâle. On est en 1975, donc un peu après avoir découvert des karyotypes atypiques. Vous voyez qu'en 1975, ce qu'on dit, c'est un antigène, peu importe, qui vient du chromosome Y, effectivement. On dit que c'est lui qui a cette fonction dominante de facteur déterminant les testicules. Lui, il va tenir la scène, la corde, tout ce qu'on veut, assez longtemps, puisqu'il faut attendre 1987, l'avènement de la biologie moléculaire, meilleur accès aux gènes, pour qu'on dise, en fait, non, pas du tout, c'est pas HY qui va faire que vous devenez un mâle ou pas, c'est un gène, un facteur de transcription pour les biologistes de la salle, qui s'appelle ZFY. Lui, il a une heure de gloire assez éphémère, puisque 3 ans après, en 90, les gens d'autres équipes vont montrer que, en fait, non, c'est un gène qui est SRY, qui est le facteur de différenciation des testicules, ce facteur dominant. Alors, SRY, les 2 premiers ont disparu de la scène. Le SRY, lui, il est resté, c'est effectivement un gène très important dans la détermination du sexe mâle, mais en fait, à partir des années 95, on va montrer que des gènes qui ne sont pas du tout sur le chromosome Y jouent un rôle fondamental, notamment ce gène qui s'appelle SOX9, qui régule SRY en fait, dans la différenciation testiculaire. D'accord ? Donc, et maintenant, il y a des dizaines de gènes qui interviennent dans cette différenciation. Là où ça devient très intéressant, c'est que maintenant, je vais vous parler de la différenciation, de la détermination du sexe femelle. Là, on est dans les années 70. Il ne se passe rien. Pas de résultat. On est dans les années 80. Il ne se passe rien. Pas de résultat. On est dans les années 90, il ne se passe toujours rien. C'est-à-dire que personne ne cherche. Vous n'y croyez pas, mais pour fabriquer des ovaires, personne ne cherche comment ça se fabrique. Jusqu'en 1994, où là, vous avez une région qui est identifiée sur le chromosome X, qui est impliquée, dont on montre qu'elle est impliquée
dans le développement des ovaires. J'aime bien dire que c'est une équipe de filles, mais elles disent que c'est un hasard. Donc, enfin bon, n'empêche que c'est une équipe de filles qui a montré ça, enfin de femmes. Et puis en 1987, on identifie finalement pour la première fois un gène qui serait impliqué dans la détermination des ovaires. Donc, vous voyez que, bon an, mal an, on a 20 ans d'écart entre la détermination du sexe, la détermination des testicules ou du sexe mâle en général, et des organes génitaux mâles, et l'inverse. Donc, vous voyez, et ça, vous allez voir, ça se voit, tout cet androcentrisme, finalement, il se voit dans ce qui est dans la tête des chercheuses et des chercheurs. Parce que là, vous voyez, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça commence comme ça. Le schéma embryonnaire de base chez les mammifères est intrinsèquement féminin, et c'est le chromosome Y qui dirige l'organisation de la gonade embryonnaire. Et il y a le vocabulaire, j'y reviendrai tout à l'heure, vous voyez, on n'est pas très loin du 19e siècle. C'est intéressant. Même chose ici. Le chromosome Y possède des fonctions régulatrices dominantes. Il faut avoir un chromosome Y pour dominer le reste. Là, j'ai 4-5 exemples. Donc là, avant, on était en 81 ou 86, je ne sais plus. Maintenant, on est en 89. Vous voyez ? Là, on parle du gène ZFY. Et vous voyez que là aussi, il est écrit que le développement par défaut qui aboutit à l'ovaire est détourné par le chromosome Y. Voilà, encore un autre exemple. Là, on est sur le gène SRY dont je vous parlais tout à l'heure. Le chromosome Y des mammifères joue un rôle crucial dans la détermination du sexe. On est dans du crucial, dans de l'important, dans du dominant, etc. Donc là, on est dans la mise en évidence du gène SRY. Là, un dernier exemple qui est un peu le même. Développement femelle peut être considéré comme le développement par défaut. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ça dans la tête, et moi j'ai eu ça dans la tête pendant 30 ans. J'ai essayé de me battre contre ça, parce que je ne fais pas vraiment ma recherche là-dedans, mais c'est ça. Si vous pensez ça, vous ne faites pas, vous ne cherchez pas, évidemment. C'est assez logique. Et j'aime bien montrer cette dernière diapo, parce que là, c'est dit en même temps, vous voyez, là, il n'y a même plus de détermination du sexe femelle. Parce que là, ce qui est dit, c'est, pour cette raison, la détermination du sexe est équivalente à la détermination des testicules. Ben non. La détermination du sexe mâle est équivalente à la détermination des testicules, mais pas la détermination du sexe. Donc, quand on préparait cette séance avec Evelyne, on s'est... Ah oui, et j'oublie aussi ça, la vulgarisation. Donc là, on est dans les années 90. Le développement, donc là aussi, vous voyez que ça ressort toute la même idéologie. Le chromosome Y, son rôle est simple, limité, mais il est capital. Et comme sa nature l'y pousse, il oblige un ovaire à créer un testicule, ce qui est quand même carrément risible, quoi. Donc je vous disais, quand on a préparé avec Evelyne, on s'est amusé à faire une petite comparaison justement des vocabulaires au 19e siècle et au 20e siècle. Vous voyez que les qualificatifs qui sont employés ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il n'y a pas quand même beaucoup d'évolution. Je suis optimiste sur le 21e siècle, mais peut-être j'ai tort. Mais en tout cas, je vous en parlerai pas, mais voyez, là, fort et puissant, ça c'est Julien, ce que vous a montré Evelyne, Julien Joseph Viret, forte, puissante, considérable. La nature, il a du génie et il soutient la famille dont il est le chef. J'aurais dû mettre chef en majuscule. Voilà, ici on est dominante, là il dirige, son rôle est capital, et là aussi il oblige, et la nature, comme la nature l'y pousse, quoi. Donc vous voyez, là on est évidemment dans la détermination du sexe mâle. Pour les femelles, c'est petit par défaut, c'est négatif, c'est-à-dire qu'on définit toujours les femmes par des formules négatives. Voilà, écoutez, hop, ça marche pas. Si, voilà, je vous remercie de votre attention. J'en profite pour nous faire un peu de pub. Si vous êtes intéressé par si vous êtes intéressé par le sujet, vous trouverez là une vingtaine de contributions qui parlent de ce sujet, justement, sexe et genre. Et voilà. Merci Gaëlle.
Bonjour à tous. Du coup, je tiens d'abord à remercier toute l'équipe qui m'a permis d'être ici aujourd'hui et particulièrement Marthe Villafagne pour tous nos échanges en amont et de questionner avec vous l'androcentrisme dans les sciences. Alors, avant de commencer, peut-être 2-3 mots juste pour me situer brièvement et vous dire avec qui je parle et d'où je viens. Donc, je suis doctorante en philosophie à l'Université de Liège en Belgique et j'effectue des recherches entre la philosophie, donc ma discipline d'origine, les sciences et les études sur le genre, ma seconde formation, autour de 3 biologistes et féministes blanches nord-américaines, donc Donna Haraway, Lynn Fox Keller et Anne Foster Sterling. Alors, depuis à peu près 2 ans maintenant, je pense et je construis ma pensée avec ces 3 autrices et toutes les figures qu'elles convoquent. Et une de leurs particularités, parmi tant d'autres, est d'être devenues, en plus des biologistes qu'elles sont au départ, des épistémologues féministes. Alors, derrière cette appellation, il ne faut pas imaginer un champ de recherche unifié, mais plutôt une sorte de toile de fond sur laquelle des féministes de différents horizons viennent se retrouver. Donc, il y a des physiciennes, des biologistes, des ethnologues, mais aussi des sociologues, des anthropologues, des historiennes ou encore des philosophes. Et donc, elles se rejoignent toutes pour, au départ, essayer de changer à peu près au tournant des années 80 les visions qu'elles ont de leur science, mais plus largement, en fait, nos visions de nos mondes et essayer de rendre d'autres possibles au futur. Et si on reprend les mots de Maria Puig de la Bella Casa, qui est elle-même épistémologue féministe et qui a travaillé pendant longtemps à l'université de Bruxelles, on pourrait dire de l'épistémologie féministe du positionnement que c'est un engagement, donc je la cite, à penser à partir de l'expérience des femmes et plus généralement des vies matérielles non dominantes, voire minoritaires, et donc à réhabiliter ces ressources, données empiriques y compris, rendues invisibles ou dévalorisées pour enrichir, voire transformer certaines théories. Et donc, en s'inscrivant dans le sillage de ces épistémologues féministes, le but des 3 biologistes dont je voudrais vous parler entre autres aujourd'hui n'était pas seulement de décrire les conditions et les vécus des femmes, donc ici, quand je la dia suivante, quand je parle de femmes, je fais référence plutôt à une catégorie d'analyse sociale plutôt qu'à une réalité ou une réification biologique. Et donc, leur but n'était pas seulement donc, de décrire ces conditions, mais plutôt d'essayer de transformer les savoirs, c'est-à-dire de faire de la science autrement, en racontant notamment de nouvelles histoires. Et donc, ce que je voudrais faire ici aujourd'hui avec vous, dans le prolongement des 2 interventions précédentes, c'est revenir d'abord sur le contexte scientifico-historique dans lequel a vu jour cette épistémologie féministe du positionnement, et ensuite, donc sur ces bases-là, essayer de vous montrer concrètement à travers un texte qui est devenu aujourd'hui très célèbre de l'anthropologue Emilio Martin, comment une attention toute particulière aux mots et plus particulièrement encore aux métaphores qui peuplent nos sciences permet de questionner certaines histoires et aussi en fait après d'en raconter de nouvelles. Et enfin, ça me permettra de mettre en avant comment les 3 biologistes sur lesquels je travaille repensent avec soin les métaphores qui fondent les histoires et les récits de leur propre science pour interroger non seulement les biais de genre et l'androcentrisme qui façonnent les théories sur lesquelles elles travaillent, mais aussi plus largement de modifier au passage nos façons de faire science et même d'habiter dans nos mondes. Et donc, j'en reviens au point de départ de tout ça. Alors, peut-être le saviez-vous, mais pendant longtemps, de nombreuses féministes ont laissé complètement de côté la question de la biologie. Alors, ça ne veut pas dire que le corps a été mis complètement de côté, enfin, vous savez qu'il y a eu tous les mouvements, notamment pour la libéralisation de l'avortement, mais sur quoi je voudrais insister ici, c'est plutôt que, marqué par la pensée de Simone de Beauvoir et par la critique qu'elle a faite dans le 2e sexe, de l'assignation des femmes à une sorte de forme de destin biologique, comme si, par exemple, la plupart des personnes assignées femmes à la naissance avaient pour seul objectif de donner la vie, de nombreuses féministes ont soigneusement évité toute discussion avec les sciences du vivant. Et
À tel point qu'on pourrait presque dire que la question des corps sexués et de leur dimension biologique a été pendant assez longtemps laissée de côté par ces féministes de la seconde vague, qui ont plutôt cherché, comme l'a très bien montré la sociologue Nellie Outram, à montrer comment les inégalités hommes-femmes résultaient d'autre chose que d'un tel destin. Alors, pendant la même période, d'autres vont s'emparer de ces questions et commencer à questionner et à interroger la manière traditionnelle qu'ont les sciences de se présenter comme neutres, universelles et objectives. Et c'est notamment le cas d'un courant qui s'est nommé socialiste marxiste, qui a essayé de montrer à quel point les sciences sont toujours et déjà politiques et reposent en fait sur des conditions matérielles. Du coup, l'idée, c'était de dire que les sciences ne sortent pas de nulle part, elles sont toujours, au-delà d'une question de théorie et d'idéologie, fondamentalement matérielles. Elles sont marquées notamment par les corps et par les conditions de leur production, qui ont aussi des effets. Par exemple, c'est toute la question de la pollution et des déchets de la fabrication de certaines recherches. Et en fait, si ces premières critiques ont permis, et je reprends ici les mots d'Hilary Rose, une épistémologue féministe, de contester la division entre le travail mental et manuel, dans, je la cite, la production des technologies, et ont commencé ainsi une longue lutte pour transformer les manières de faire science elles-mêmes, ces critiques ont soigneusement laissé de côté le problème du sexisme et du racisme en sciences. Et l'un des éléments déclencheurs qui va mener de plus en plus de femmes à essayer de pousser les portes des facs de sciences, va être, dans les années 70, la montée d'une nouvelle vague de déterminisme biologique. En fait, durant toute cette décennie, de plus en plus de sociobiologistes, donc pour le dire de manière un peu rapide, des chercheuses au carrefour entre la sociologie et la biologie, vont commencer à renaturaliser le rôle des femmes dans la société sur fond de prédispositions biologiques. Et en fait, elles vont s'appuyer sur l'idée que le pouvoir et l'autorité fabriquent la réalité pour écrire une sorte de nouvelles histoires dans laquelle leurs voix, qui sont toujours présentées comme neutres et objectives, alors même que si vous allez voir les textes, elles sont vraiment imprégnées de sexisme et de logique de domination, vont façonner les outils qui font nos mondes. Et c'est le cas, pour prendre un exemple assez représentatif, par exemple de David Barash, pour qui la domination masculine est confirmée par la génétique elle-même, et donc, pour lui, ça rend par exemple le viol légitime et naturel. Alors, contrer cette renaturalisation de leur corps va donc devenir une raison à la fois suffisante et nécessaire pour de plus en plus de femmes pour s'engager sur le terrain de la biologie, l'enjeu étant en fait de raconter de nouvelles histoires. Et on pourrait dire qu'en faisant ça, ces nouvelles biologistes ne font que reprendre en fait, et prolonger le constat que faisait déjà Virginia Woolf dans Trois Guinées, lorsqu'elle disait que, je la cite, « La science, semble-t-il, n'est pas asexuée, elle est un homme, un père et aussi malade. » Et donc, en fait, en partant du principe qu'écrire une histoire, c'est avoir en quelque sorte le pouvoir de créer, c'est-à-dire de nommer, ces féministes biologistes vont essayer de montrer comment le patriarcat a pénétré, je cite ici Jane Flax, jusque dans nos concepts du savoir et jusque au corps même des savoirs, y compris ceux qui se disent émancipateurs. Et donc pour le faire, elles vont essayer de montrer de nouvelles versions des faits scientifiques, c'est-à-dire trouver de nouvelles manières de raconter et de dire ce qui est. Donc, on pourrait dire, en quelque sorte, et donc c'est le deuxième temps de ma présentation, que faire de la science autrement passe par une autre manière de prendre la parole et de raconter des histoires en étant attentif aux mots que nous employons. Et c'est ce que fait notamment Emily Martin, une anthropologue, dans un texte de 1991 intitulé The Arrogant Sperm, How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male and Female Worlds. Et dans cet article,
Emilio Martin va interroger les métaphores qu'utilisent la plupart des scientifiques jusque-là pour parler du processus de fertilisation humain et va montrer, grâce à son attention toute particulière au langage et aux métaphores, les biais androcentriques qui peuplent ces théories. Alors, traditionnellement, nous dit-elle, lorsqu'on commence à regarder les mots employés pour parler de reproduction sexuelle humaine, et plus spécifiquement de fécondation, le rôle de l'ovocyte est quasi systématiquement décrit en termes de passivité. Alors l'ovocyte se fait transporter et dérive le long des trompes de Fallope, alors que les spermatozoïdes, eux, sont éminemment actifs. Ils sont décrits comme forts, comme puissants, lorsqu'ils entreprennent le long et difficile voyage jusqu'à l'ovocyte qu'ils viennent pénétrer pour délivrer leurs gènes. Alors, si vous regardez les mots employés pour parler de menstruation ou de la spermatogenèse, je vais y arriver, c'est à peu près la même chose. Alors que tout le processus des menstruations pourrait être rapproché des champs lexicaux de la mort, de la perte et même du chaos, comme si le cadavre de l'ovocyte qui a échoué à être fécondé se laissait choir dans une forme de chaos, le processus de maturation des spermatozoïdes, lui, se rapproche davantage du champ lexical de la performance, notamment en termes de quantité produite, mais aussi de robustesse. Les textes scientifiques font des spermatozoïdes qui arrivent jusqu'à l'ovocyte quasiment des survivants. Et donc, à tel point que tout se passe presque comme si la métaphore de la belle au bois dormant pouvait s'appliquer au processus de fertilisation. Comme si, nous dit Emily Martin, le rôle de l'ovocyte était celui de la belle au bois dormant, celui d'une fiancée endormie qui attendrait sagement le baiser magique qui la ramènera enfin à la vie. Comme si, poursuit-elle, les spermatozoïdes étaient des sortes de pro-chevaliers qui venaient secourir, au terme d'un périlleux voyage, l'ovocyte qui les attendait sagement. Et donc, en résumé, on pourrait dire que seuls les spermatozoïdes sont actifs, à l'instar de leurs homologues masculins, et que l'ovocyte, quant à elle, était relégué du côté de la passivité et de la féminité. Et comme le souligne très bien Evelyn Fox-Keller dans un commentaire sur le texte d'Emily Martin, les détails techniques venaient corroborer exactement ces découvertes. Je la cite. « Le travail expérimental fournissait des explications chimiques et mécaniques à la mobilité du spermatozoïde, à son adhérence à la membrane de la cellule et à sa capacité à réaliser la fusion des membranes. Et dans ce cadre, poursuit-elle, et donc ça rejoint ce que vient de dire Joël, personne n'a cherché des signes d'activité chez l'ovocyte, considérés comme non existantes, ne demandant aucun mécanisme. » Et donc, on pourrait dire que tout se passe en quelque sorte comme si les représentations de l'ovocyte et des spermatozoïdes, tant dans la littérature scientifique que dans les textes plus populaires, coïncidaient d'une certaine manière avec les stéréotypes que nous pouvons avoir de la féminité et de la masculinité. Et si vous référez aux quelques exemples de termes que j'ai cités ici, ils sautent aux yeux, ou plutôt à vos oreilles, si vous me permettez ce changement de métaphore, à quel point ces termes sont proches de ceux qu'on a longtemps employés pour décrire ces deux genres. D'ailleurs, nous dit Emily Martin, c'est presque incroyable à quel point est féminine l'ovocyte et masculin le spermatozoïde. Et donc, toute cette attention qu'Emily Martin a vers le langage, dans cet article, semble être un moyen assez intéressant en fait, pour déceler les biais, en tout cas ici androcentriques, qui peuplent nos sciences. Cela permet notamment de faire apparaître que tous nos savoirs ne sont pas neutres et isolés, mais qu'ils sont toujours et déjà teintés de représentations sociales et culturelles, qui vont faire, en tout cas dans ce cas-ci par exemple, pendant longtemps qu'aucune chercheuse n'aura les moyens, ou en tout cas les moyens matériels, d'interroger la possibilité de l'activité de l'ovocyte, qui était considérée jusque-là comme passive par essence. Mais lorsque, au tournant des années 80, après les longues luttes féministes des années 60, les représentations sociales vont commencer à changer et que l'activité des femmes se fera de plus en plus grande dans la société, c'est étrange de voir comme les métaphores en sciences commencent elles aussi à changer. Et du coup,
je voulais reprendre un exemple assez frappant dont parle Emily Martin, qui est la découverte à la fin des années 80 par un laboratoire de biophysique de l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis de ce rôle actif de l'ovocyte. Je la cite. Dans une étude récente, des chercheuses ont commencé à interroger la force mécanique de la queue des spermatozoïdes. Le but du laboratoire était de développer une contraception centrée sur le spermatozoïde. Et elles ont découvert, à leur grande surprise, que la poussée motrice du spermatozoïde était extrêmement faible, ce qui contredisait l'hypothèse que les spermatozoïdes sont des pénétrateurs forcenés. En fait, elles ont pu montrer que la surface de l'ovocyte est faite pour piéger le spermatozoïde et l'empêcher de s'enfuir. Et donc, même si ces découvertes permettent de mettre en avant le rôle actif de l'ovocyte et l'espèce de partage des tâches en fait, entre spermatozoïdes et ovocytes dans ce processus de fertilisation, ce qui jusque-là en fait aurait été une hérésie d'affirmer cela, Emily Martin insiste sur le fait que les vieilles métaphores, donc en termes d'activité pour les spermatozoïdes et de passivité pour l'ovocyte, vont continuer à être utilisées. Et donc, elle montre que même si que ces métaphores ont un certain pouvoir qui ne correspond pas toujours en fait, à l'adéquation avec les faits, et donc ça prend du temps de modifier les métaphores. Alors, que retenir de tout cela ? Je pense que cet article permet d'abord de montrer que dans certains cas, même si évidemment ça n'arrive pas toujours, mais les faits biologiques sont construits dans des termes culturels, et c'est particulièrement le cas dès que ça touche à la reproduction. Et donc ça permet de faire sentir un peu les liens entre culture et science, et de montrer à quel point les termes utilisés pour décrire le processus de fertilisation sont imprégnés d'androcentrisme et de stéréotypes genrés. Mais je pense que l'apport de cet article est plus grand encore. Il nous permet en fait de nous faire sentir à quel point les mots comptent et ont un pouvoir. C'est-à-dire comment le langage peut en quelque sorte façonner notre pensée et nos actes. Comme si, en fait, les mots et les métaphores avaient le pouvoir d'encadrer notre attention, notre perception et les champs dans lesquels nous pouvons envisager des manières d'agir. Mais comme je viens de le montrer, l'échanger est assez compliqué, ça prend du temps, mais ça n'en reste pas moins important, en tout cas pour les chercheuses sur lesquelles je travaille, car ça permettrait d'ouvrir vers de nouveaux horizons et d'avoir des moyens en fait, d'action assez tangibles pour pouvoir faire de la science autrement, qui soit moins anthrocentrée. Et donc en tout cas, c'est dans cette direction-là que vont les trois chercheuses sur lesquelles je travaille. Donc j'en viens ainsi à ma dernière partie, qui sera aussi ma conclusion. Et ce que j'aimerais bien essayer de vous montrer ici, en revenant donc sur ces trois chercheuses biologistes et féministes, c'est que dans leur travail, au-delà de mettre en avant la toile métaphorique sur laquelle viendraient en quelque sorte se dessiner les théories scientifiques, donc ce qu'a fait ici Emily Martin, mes trois autrices font un pas de plus. Elles choisissent intentionnellement de modifier les métaphores de leur science pour créer volontairement d'autres manières de faire science, et par ricochet, ce qui est en fait l'enjeu de leur recherche, nos manières d'habiter nos mondes et de vivre. Et donc, je vais essayer de vous montrer ça à l'aide d'un exemple particulier, qui est celui du rapport aux métaphores visuelles. Dans deux articles fondateurs, Evelyn Fox Keller et Donna Haraway nous font sentir, et donc ici elles reprennent tout ce qui s'est fait dans les pensées radicales de la fin des années 60 et dans les mouvements féministes des années 70 et 80, comment la toute-puissance des métaphores visuelles dans les sciences occidentales sont prédominantes. Pour elles, les métaphores visuelles ont nourri le mythe d'une vision scientifique de nulle part qui serait à la fois divine, transcendante et totalement transparente. Alors, ça vous paraît peut-être un peu flou là, mais si vous faites un peu attention aux mots que nous utilisons dès que nous parlons de connaissance et de savoir, il devient assez flagrant, comme nous parlons souvent d'illumination, de mise en lumière, de perspective, de regard, de réflexion, d'observation, comme si il était littéralement possible de voir,
de découvrir et de déchiffrer le monde à l'œil nu, ou bien tout au contraire de le mettre à distance par un simple battement de cils. Comme si l'œil de la pensée, pour reprendre une expression d'Evelyn Fox-Keller et Catherine Krautowski, permettait à ceux qui en sont dotés, donc en grande majorité des hommes cisgenres, blancs, bourgeois et valides, d'adopter une posture de surplomb sur le monde, c'est-à-dire de porter sur lui un regard qui serait neutre et objectif, et comme si, en fin de compte, les outils de la science permettaient à ceux qui les utilisent d'observer à distance très confortable le réel sans aucune entrave, sans aucune médiation. Voilà. Et donc pour ces chercheuses, faire de la science autrement, et donc en grande partie aussi de manière moins androcentrée, passerait alors par un changement de métaphore ou par une réappropriation des métaphores que nous utilisons, et c'est ce qu'elle propose avec la vision. De façon assez différente, mais qui se prolonge l'une l'autre, elles vont toutes les deux essayer de montrer qu'il existe d'autres dimensions de la vision qui ont été jusque-là inexplorées. Et pour Evelyn Fox-Keller, à côté de la dimension de la vision qui a été couramment utilisée en science, il en existe une seconde qui relierait et qui rapprocherait les êtres par un simple regard ou par un contact visuel. C'est une autre dimension pour laquelle le battement de cils n'est plus une mise à distance du monde, mais un appel sensuel vers autrui. En un mot, une nouvelle façon de recourir à la métaphore visuelle qui serait beaucoup plus incorporée, donc ancrée dans nos corps, et reliée aux dimensions sensorielles qui ne demanderaient qu'à être investiguées. Et c'est cette nouvelle dimension qu'on va en quelque sorte prolonger Haraway dans son célèbre article que vous connaissez peut-être sur les savoirs situés en 88. Et donc, pour elle, il est possible de changer de métaphore en accordant à la vision un autre statut qui serait à la fois féministe et positif. Et ici, le but ne serait pas seulement de changer nos manières de faire nos savoirs, et donc d'un point de vue épistémologique, mais bien plus de mettre en avant un enjeu éthique et politique. Parce que pour elle, il s'agit, je la cite, de donner une traduction plus juste, plus accessible, plus riche du monde, pour y vivre correctement, dans une relation critique et réflexive à nos pratiques de domination. Mais pour ça, il faut, selon elle, nous défaire de l'ancienne théorie moderne pour laquelle la vision est transcendante, les pouvoirs innocents et les médiations inexistantes, en créant quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une doctrine qui sera à la fois incorporée et non innocente. Alors, faute de temps, je vais m'arrêter ici, mais pour dire peut-être un dernier mot, d'autres, à partir et avec elle, vont perpétuer ce projet féministe de réappropriation des métaphores, soit en reprenant de vieilles métaphores ou en imaginant de nouvelles, pour essayer de faire de la science autrement. C'est ce que vont faire notamment avec des métaphores liées au sens Emily Martin, dans un autre article où elle va s'intéresser à l'ouïe et comment on pourrait penser complètement autrement nos savoirs si on parlait en termes d'ouïe et pas de vue. Ce que vont faire Suzanne Leistar, qui est à la fois physicienne et poétesse, et Maria Puig de la Bella Casa, dont je vous parlais tout à l'heure, avec le toucher, et plus récemment Alexandra Horowitz avec l'odorat sur un livre où elle part à la conquête de la ville avec son chien. Et c'est ce que vont faire dans une autre direction d'autres chercheuses, notamment Anne Foster-Sterling, qui va s'intéresser à toutes les métaphores qui touchent au sexe et à la sexualité, jusqu'à quasiment repenser et changer ce que sexe veut dire, ou encore Evelyn Fox-Keller et Haraway, quand elles vont explorer les métaphores qui peuplent l'informatique. Et en un mot, on pourrait dire qu'à chaque fois, le recours à ces nouvelles métaphores permet de déceler les biais androcentriques, mais aussi racistes, validistes et classistes des anciens récits scientifiques, qu'à chaque fois, cela va découler sur une transformation des rapports que nous pouvons entretenir avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos mondes, avec les humains et non-humains. Et à chaque fois, ces nouvelles métaphores vont permettre de déceler les liens qu'entretiennent science et société, humaines et non humaines, pour les dévoiler et les repenser autrement. Enfin, à chaque fois, on pourrait dire presque, que de nouveaux mondes peuvent émerger et se dessiner, des nouveaux mondes à partir desquels de nouvelles façons de vivre et de faire science peuvent émerger. En tout cas, c'est leur espoir.
Je vous remercie de votre attention. Merci.